Bienvenue dans cette première réunion mensuelle des Datasprocs, là où les données émergent, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, on va discuter de tous les petits utilitaires qui nous embellissent la vie ou qui nous font gagner du temps ou qui nous permettent d'avoir un œil plus aigu sur ce qu'on est en train de faire. La façon dont ça va se passer, comme toujours, ça va être convivial et casuel. Je propose de donner la parole à quelqu'un. Vous prenez 2-3 minutes pour expliquer, tiens, moi j'ai choisi tel outil parce que franchement, ça me sauve la vie. Si vous pouvez partager votre écran et un petit peu le montrer, ce que vous trouvez intéressant dedans, c'est super. Et puis, on peut un peu échanger autour, évidemment, sans trop s'interrompre les uns les autres. Et puis après, moi, j'aime beaucoup le principe, effectivement, de se passer la parole les uns les autres, en toute simplicité. Voilà, alors, qui veut commencer? La question à laquelle personne ne va répondre. Comme Régis sourit, on va lui lancer la patate chaude en premier. Écoutez, moi, j'ai pas Voilà. préparé grand-chose. En plus, moi, j'ai du lourd. Donc, je Et veux ça bien, vaut. mais j'ai peur de prendre un peu trop de temps si je me concentre sur le sujet que je pensais. Donc, est-ce que vous me trouvez lâche si je laisse plutôt la parole à quelqu'un avant On te trouve lâche, mais tu peux le faire. Oui. Voilà. Sinon, je veux bien, mais ça risque de durer un peu parce qu'on va sortir un peu du cadre. Ok, on va commencer par quelque chose de plus préliminaire alors. Édouard? Ok, moi c'est l'inverse, ça devrait être très simple, donc à mon avis ça va prendre à peu près 2 minutes. Mais voilà, en tout cas si je prends trop de temps, n'hésitez pas, je vais vous partager mon écran et vous dire c'est quoi mon outil. Peut-être commencer, je vais d'abord partager mon écran et puis vous verrez c'est quoi l'outil et pourquoi est-ce que pour moi c'est quelque chose que j'adore, même si vous allez vous dire mais c'est le truc le plus basique dans la BI. Voilà, normalement vous voyez mon bel écran ici. Oui. Ah Oui. oui, je sais même Power mettre, BI. Oh là là. comme ça dessus. Alors non, mon outil c'est pas Power BI. C'est pas Power BI, mais c'est de là que je démarre parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui a commencé avec ça, je viens du front-end et donc du coup c'est quand même mon premier contact avec la BI, c'était ça, même avant de savoir faire quelques lignes de SQL, c'était jouer et chipoter dans Power BI. Donc ici, en petite démo, voilà, je vous ai fait un dataset très simple, une table avec des données et tout ça, des données numériques, des catégories, plein de choses. Généralement, quand on veut faire un rapport pour un utilisateur, avant de savoir le produire, il faut comprendre les données et les explorer. C'est principalement ça notre travail. Et donc, du coup, j'ai beaucoup utilisé Power BI pour dire, allez, tiens, quel est le département, par exemple, avec lequel je veux travailler. Ah, il y a 3 départements dans le dataset. J'aimerais bien travailler avec HR. Je limite mes résultats et ainsi de suite. Jusque-là, tout va bien. Power BI fonctionne bien. Et comme vous savez, Power BI, quand on glisse, par exemple, une valeur numérique, eh bien, il va aller l'agréger automatiquement. Super. Où est-ce que j'ai des problèmes avec cet outil et pourquoi est-ce que j'utilise vraiment un outil externe de plus en plus et que j'essaye de me séparer de Power BI pour la partie exploration et compréhension des données? J'ai fait un peu un best-of de ce que les users pourraient faire, donc dans un contexte de self-service. Il y a plein de choses qui m'embêtent. Best to worst. Oui, voilà, best to L'exploit Excel. worst. C'est un peu des deux, mais c'est aussi des Heureusement, on choses n'est pas en que Excel. Hein. c'est aussi des choses que je fais moi et voilà. Power BI, c'est un outil génial, on peut faire plein de choses, mais il y a plein de choses qui m'énervent. Ici, je travaille en import mode, donc en copie locale. Comme vous savez, n'importe quel user peut aller dans Transform Data et copier une table s'il veut. Il peut dire, tiens, moi, j'ai pas envie de travailler avec la table d'origine, j'ai envie de travailler avec autre chose. Donc, il va aller copier la table. Il peut très bien aller renommer une colonne. Il peut aller dire, tiens, j'ai pas envie que la colonne s'appelle Annual Salary, j'ai envie qu'elle s'appelle Salary. Il peut très bien aussi utiliser des alias. Lui, par exemple, il veut pas utiliser la notion de département, il préfère voir la notion de service. Donc, il va aller renommer ici dans le PN, il va aller écrire service plutôt que département. Il va aller faire une mesure parce qu'il a envie d'aller voir le salaire en milliers et plutôt que d'aller le changer dans les data types et dans le format, il va aller créer une mesure qui va aller diviser le salaire par 1000, par exemple. Tout ce genre de choses. Le user fait plein de choses, il nous envoie le rapport et maintenant il nous dit tiens, comment ça se fait, j'ai des données qui manquent, je ne comprends pas. Par exemple, voilà, la notion de finance, je ne comprends pas. Avant, on avait des notions, on avait le département finance et maintenant il a disparu. Seulement, évidemment, le user, en plus, il a fait un filtre au niveau des pages, mais il a oublié. Et il a dit tiens, j'ai juste envie de travailler avec les départements RH et IT. Super.
Voilà. Donc tout ça, moi, c'est des choses qui m'embêtent et j'espère, en tout cas, je suppose que ça vous est familier pour plusieurs d'entre vous. Et au final, le problème là, il n'est pas dans l'outil Power BI, mais vraiment dans la compréhension des données qui est derrière. Et au final, on doit se demander avec quelle colonne on travaille, avec quelle table et ainsi de suite. Donc avant, je faisais énormément dans Power BI et maintenant, je me déplace de plus en plus vers un autre outil que vous connaissez certainement qui s'appelle Azure Data Studio. Si vous ne connaissez pas, vous connaissez Management Studio. Voilà, c'est pour faire du SQL. Ceux qui font du SQL depuis 20 ans vont me regarder de travers en disant oui, t'es rigolo, c'est le BABA. Mais pour moi, en tout cas, dans mon travail de tous les jours, ça m'aide énormément et je fais de plus en plus de SQL et de moins en moins de Power BI quand je veux vraiment comprendre et explorer les données parce que ça me force déjà à comprendre les bases de données plutôt que les transformations que l'utilisateur a fait en Power Query. Et alors pour tout ce qui est agrégation, ça me force à mettre une structure et à formaliser ce que je veux voir à l'écran en faisant des group by par exemple et ainsi de suite. Voilà, c'est pas très sexy, c'est pas grand chose. Et alors petit plus, dans cet outil par rapport à Management Studio, on peut faire des filtres un peu à la Excel en disant tiens, sélectionne seulement HR et IT. On peut l'écrire en SQL, mais j'aime bien parfois manipuler ça aussi. Et on peut changer la limite dans les settings pour travailler avec un maximum de lignes. Et du coup, tu es connecté sur quel database quand tu fais ça? Là, c'est mon environnement local, donc je t'avoue, j'ai Docker installé et j'ai des fausses bases de données. Ah oui, c'est Parce que ça. je peux rien montrer, donc c'est un peu embêtant, mais sinon, voilà, dans la vie de tous les jours, j'ai mes serveurs à gauche avec mes groupes et ainsi de suite. Et voilà, je trouve que c'est plus léger, c'est plus joli que Management Studio, donc j'aime vraiment bien. L'outil, même si je sais que voilà, il est très 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 limité, et ça remplace pas Management Studio, mais pour faire des petites explorations, etc., je l'apprécie. Est-ce que je peux légèrement te contredire, Edouard? Oui. Il est effectivement, je ne dirais pas limité, parce qu'il n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités, exactement le même but qu'un SSMS. Mais tu pourras faire en Data Studio ce que tu fais en SSMS. Peut-être pas avec des wizards d'import et d'export, etc. Mais tu peux tout écrire en SQL. C'est une chose. Par contre, il y a deux éléments à l'intérieur d'Azure Data Studio qui sont incomparables et qui sont géniaux par rapport à SSMS parce que ça n'existe pas en SSMS. C'est d'une part le fait de pouvoir créer des notebooks où on peut, au lieu d'avoir juste un statement SQL, mais où on peut vraiment avoir une suite de cellules type notebook, Databricks, etc., ou Python, où on a vraiment des cellules de texte d'explication et en dessous les cellules de code qu'on peut exécuter. Ça, à mes yeux, c'est une des fonctionnalités qui est très chouette. Mais la meilleure fonctionnalité, je trouve, d'Azure Data Studio, et je crois que tout le monde ici dans l'audience, un jour, ou est peut-être tous les jours confronté avec, vous avez tous des scripts SQL que vous aimez tourner ou que vous avez glané au fil des années et qui de temps en temps peuvent vous être utiles. Et c'est toujours la croix et la bannière, mais où est-ce que j'ai mis ça? Et merde, quelle est la version? Et il y a moyen avec Azure Data Studio de se connecter sur un Git repository. Alors là, ça va peut-être ouvrir, ça va peut-être, comme le dit Régis, ouvrir du lourd, mais il y a moyen de se connecter sur du source control. Donc, ça veut dire que nous, étant consultants, on a nos petits Git à nous et là-dedans, on tape nos scripts. Et il suffit d'aller se connecter sur le Git et on retrouvera tous nos scripts. Ils seront source contrôlés. Et on est reparti. Et ils sont partageables, bien évidemment, parce que c'est un Git. Un Git n'est pas un single user. On peut faire du branching. On a toutes les options Git aussi dedans. Donc, pour ça, à mes yeux, c'est super Azure Data Studio. C'est un peu dommage parce que je comptais en parler aujourd'hui. Je ne dis rien d'autre. Je comptais parler de Visual Studio Code. Attendez, juste une petite chose. Juste une petite chose aussi, c'est que si le sujet vous intéresse sur les notebooks dans Azure Data Studio, vous devez suivre Rob Sewell. J'ai suivi plus d'une fois la session qui donne dessus. Tout y est.
Vous allez prendre votre pied si vous êtes côté DBA ou si simplement vous vous intéressez à tout ce qui est possible de faire avec Azure Studio. Je vous enverrai la référence. Voilà, je referme la parenthèse, je rends la parole à Arnaud, mais je trouve ça super d'avoir ramené cet outil sur la table. Et effectivement, explorer les données quand on maîtrise un peu le SQL, c'est chouette. Je me rappelle même que chez Air Liquide, on avait envoyé des champions business faire une petite formation SQL. Chez AW Europe, on avait envoyé les gens qui faisaient de l'Excel. On m'a envoyé leur apprendre les bases du SQL pour qu'ils ne fassent pas tomber la base de données. Donc, c'est une approche qui est effectivement pleine de bon sens, je trouve. Voilà. Arnaud. Voilà, on te laisse la parole alors. Hein, du coup, non, mais Visual Studio Code, c'est ça que je voulais en discuter. À la même interface, même chose, et permet des choses un peu plus évoluées, en tout cas pour tout ce qui est Git et pour tout ce qui est recherche de fichiers. Je trouve ça magique. Je comptais le présenter aujourd'hui. Pour finir, j'ai switché sur un autre outil, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais moi, ce que j'adore dans Azure Data, dans Visual Studio Code et Azure Data Studio, c'est les plugins. Ils sont vraiment, c'est ce qui manque vraiment en Management Studio, mais j'ai pas retrouvé tous mes petits. Et donc, du coup, j'ai quand même essayé, je me suis entêté à l'utiliser, même dans Visual Studio Code, essayer de faire des queries. Mais ouais, j'ai du mal avec cet outil-là, que je trouve pour certains points mieux, et je regrette que ça n'existe pas dans Management Studio, mais je reviens toujours sur Management Studio pour X raisons. Donc, voilà. Mais c'est bien de voir, en plus, l'outil change de mois en mois, hein, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Donc, Tant qu'on ne revient pas sur Query Analyzer. Oh, c'était bien ça. Oui, c'était bien. 15 ans de pratique, hein, au moins. Pas connu. J'ai connu SQL Plus sur Oracle. Obsolète. C'était l'éditeur SQL qui venait avec SQL 7 à la base. C'était pas né. Non, c'est ça. Comme disait un ami, tu n'étais encore qu'un éclat lubrique dans l'œil de ton père. mais il n'a pas dû me donner ma première formation SQL avec du Query Analyzer, donc pour moi c'est important. Vous devez savoir que le SSMS actuel, c'est la conjonction des deux outils qui existaient en SQL 7. Query Analyzer et je ne sais plus comment ça s'appelle. Enterprise Explorer ou une histoire pareille. Oui, c'était un snap-in, une console MMC, une horreur. Ouais. Et en fait, ils l'ont mergé et ils ont continué à travailler dessus, mais c'est devenu tellement organique et tellement complexe que ils ont décidé il y a quelques années de recommencer carrément à zéro sur l'Azure Data Studio. Parce qu'ils n'osaient plus toucher, ils n'osent, en tant que tel chez Microsoft, ils n'osent plus toucher les choses là-dedans. Et la demande en fait, a été triggerée par le fait qu'il y a eu des demandes d'avoir un background noir ou un dark theme en SSMS. Et ils n'ont pas osé l'implémenter en SSMS de peur de tout casser. Ok, on va passer au sujet suivant. Même si, voilà, je pense qu'on aurait encore plein de choses à dire. J'ai plein de trucs qui me popent en tête, mais je vais me discipliner. À qui passes-tu la parole, Édouard ? Moi, je veux bien y aller s'il faut, parce que vu que c'est du versionning, je pense que ça reste dans le sujet. Oui, très bien. Bonne idée. Du coup, moi, je reprendrai après si je peux, parce que ça a à voir avec aussi. Parfait. Que de lien. Du coup, Arnaud, moi, j'ai failli aussi faire sur Visual Studio, donc prochaine fois, il faut qu'on se concerte, parce que ça fait pour le même sujet. Du coup, je vais partager mon écran. J'ai fait rapidos 3 slides. Donc moi, le but aujourd'hui, je voulais vous parler de Git et plus particulièrement des outils d'aide pour Git. Donc je ne sais pas si tout le monde ici sait ce que fait Git et les long live branches, ou s'il y en a qui ne sont pas au courant. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, le but de Git, c'est vraiment de versionner. Et donc, par exemple, si une personne A, une personne B, utilisent la même table en même temps, eh bien, le but de l'outil, ce sera de ne pas écraser une des deux versions. Donc Git, c'est vraiment quelque chose de génial. Je pense qu'il est utilisé quand même pas mal et dans beaucoup d'entreprises. Et donc, moi, ici, ce que j'ai fait, c'est vous présenter un outil qui aide à l'utilisation de Git. Donc, dans ce cas-ci, c'est Git Extension, mais il en existe pas mal d'autres, tels que
on a Tortoise Git, on peut utiliser Azure Visual Studio, Visual Studio. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, j'avais noté Sublime Merge, on a les source trees, il y en a vraiment énormément. Et je pense qu'ils sont tous leurs petites particularités. Mais à l'heure actuelle, moi, j'utilise Git Extension et franchement, j'en suis pas mal contente. Donc, un des trucs vraiment sympas, c'est qu'on peut voir si notre repository est à jour ou pas avec la branche qu'il y a sur Azure DevOps. Donc, par exemple, moi, ici, je suis sur une branche de dev et je vois que mon fichier DB, il n'est pas du tout à jour. Et donc, si je clique sur DB, je pourrais aller voir plus en détail les modifications que j'ai apportées et voir si, oui ou non, je veux les mettre dans la branche de dev. Une autre fonctionnalité qui est assez sympa, donc là, j'ai fait un commit là, qui n'a absolument aucun sens, mais juste pour vous montrer, c'est qu'on peut voir précisément à l'intérieur du commit ce qui a été modifié. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel que quand on utilise les lignes de commande. Et donc, on peut également stage certaines parties, certaines tables, certaines vues, et pas d'autres. On peut, ici en bas, reset certains changements, reset tous les changements. On peut faire un commit et un push en même temps, noter facilement les commentaires. Donc voilà, je pense que ça fait la même chose que les lignes de commande, mais de manière beaucoup plus friendly et c'est vraiment beaucoup plus sympa à utiliser dans la vie de tous les jours et beaucoup plus visuel. Et donc ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai mis d'un côté, donc sur le côté gauche, un exemple dans Azure DevOps, et ici, ce qu'on peut avoir sur Git Extension. Et donc, cette partie-là, donc je vais flouter les noms, histoire de respecter la privacy. Cette partie-là, on est dans la fenêtre Complete. Et ici, on peut voir absolument toutes les branches qui ont été créées, mergées d'un coup. Donc, pas que les Complete. Et donc, ce qu'on a aussi qui est sympa, c'est le visuel. Donc là, on peut voir que, par exemple, pour la branche 3019, qui est soulignée ici, eh bien, il n'y a pas encore eu de merge. Et donc, on voit qu'elle n'est pas encore accordée à la branche bleue, qui est, elle, la branche de dev de base. Donc ici, on peut voir, par exemple, sur quelle branche on se situe, en haut, branche dev. Et on peut voir en bas ici le commit qui a été effectué, la différence également, donc comme on avait vu juste avant, donc juste ici, la différence qu'il y a dans le fichier. Et il y a pas mal d'autres petites choses, et on peut repasser aussi sur la console si jamais on le souhaite, si jamais il y a des choses plus pratiques à faire en ligne de commande. Donc voilà, je pense que cet outil est assez sympa pour ceux qui commencent Git et qui sont un peu perdus avec toutes les commandes à retenir. Donc moi, j'avoue que dans le quotidien, j'utilise quand même assez souvent, et j'en suis convaincue, personnellement. Donc voilà, je sais pas. Cool. Joli, joli. Tu nous as convaincus. Ah ouais. C'est vrai que moi, j'utilise moins Git Super. sur le projet actuel parce que là, on versionning du SQL. Mais c'est vrai qu'habituellement, on utilise CCS. Enfin, on utilise Git, mais dans les bases, c'est plus un outil de stockage avec des petites versions, un peu ce qu'on faisait avec TFS ou SVN avant. Mais du coup, je ne maîtrise pas encore. Et je trouve ça joli, hein, toutes ces lignes. J'ai l'impression que c'est une piste de musique comme ça. Mais ça me fait un peu peur des fois, surtout sur le projet actuel. Mais peut-être qu'avec cet outil-là, justement, je vais avoir un petit déclic. J'ai pris note, personnellement. Ouais. Honnêtement, il y en a Arnaud, qui existent, donc je pense que tu peux utiliser pas mal de choses, hein. Tu peux utiliser Tortoise Git, voilà. Je dis pas que Git Extension est le meilleur. Je pense d'ailleurs que pour Tortoise Git, tu as plus de choix. Donc par exemple, tu peux dans un seul fichier choisir seulement certaines modifications que tu veux stager et d'autres que tu veux laisser. Donc ça, moi sur Git Extension, par exemple, je l'ai pas. Bon, à l'heure actuelle, j'en ai pas besoin, donc voilà, ça m'est égal. J'avais commencé avec ça, je le garde juste pour une facilité, mais je pense que voilà, c'est pas le meilleur, il y a mieux, mais il fait déjà le taf, quoi. C'est cool. Ok. alors je vais un peu rejoindre les deux bouts qu'il y a là-bas. Arnaud, tu disais oui, mais nous, c'est principalement de l'SQL Server, donc justement, j'allais un peu en parler. d'SQL Server et de la manière d'utiliser du Git quand on fait du développement d'objets en SQL Server. En tant que tel, je suppose que tout le monde a eu déjà le cas où, effectivement, moi j'ai une version, je fais un alter view et 2 jours après, pets, j'ai perdu mon alter view.
Non, non. Il y a parfaitement moyen de gérer aussi ces développements base de données, principalement les objets, mais aussi la sécurité et tout ce qu'on veut, avec un source controlling, un Git ou avant d'autres types de repositories, mais partons sur un Git maintenant. Et je vais brièvement vous montrer un tout petit exemple qui va vous permettre d'un peu suivre, si je puis dire, le but de ma toute petite intervention. Alors ici, je ne suis pas dans de l'SQL, je suis dans un super Visual Studio. Bon, ici, la version du Visual Studio ne joue pas un immense rôle, mais j'ai créé une petite solution. Ah, tiens, du DataVolt, ça c'est peut-être encore un élément dont on pourrait parler un jour aussi, mais enfin bon. Et vous voyez que dans ma solution, je ne sais pas si tout le monde a déjà ouvert Visual Studio ou a déjà fait des petits projets en Visual Studio, que ce soit pour du développement d'interface graphique, que ce soit pour d'autres types de développement. Mais ici, comme vous voyez, j'ai 4 projets. J'ai même un projet infrastructure as a code. Donc, je peux tout très, très joyeusement et très joliment repérer ou remettre. Et je me suis créé une petite base de données ici, Granny. Et cette base de données, en fait, vous allez voir qu'on y retrouve les différents éléments. J'ai effectivement un schéma DBO dans lequel j'ai des tables, j'ai des fonctions. J'ai éventuellement des user-defined tables. Et je les ai créés ici, on the fly, si je puis dire. On peut aller regarder, on va prendre quelque chose d'assez simple ici. La TBL adresse, ça va plus ou moins vous parler, mais on a une petite interface ici à gauche en haut, genre grid, dans lequel on peut aller rentrer les éléments tels qu'on veut. Mais si on n'aime pas ça, ben, on va pouvoir aller dire, tiens, je préfère travailler en SQL en tant que tel et faire mon create table statement comme il faut. Je suis en train de... Voilà. On va voir aussi qu'on peut définir les foreign keys, les index, des checks constraints, tout ce qu'on veut. Ici, je vois d'ailleurs que j'ai dû coller. On peut enlever, il n'y a aucun souci. On en fait ce qu'on veut. On peut dire, tiens, ici, mon adresse country, maintenant, je vais la mettre en obligatoire. Tout ceci marche parfaitement. On voit qu'on peut créer un petit trigger aussi. Ou ici, on va juste aller faire une petite mise à jour du champ modified on. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut parfaitement aller définir à l'intérieur de notre projet SQL Server Data Tools, donc notre projet SQL à l'intérieur d'une solution DataVolt. Par contre, par contre, là-bas, ce que vous allez voir, il y avait des petits locks partout, sauf ici sur ma TBL adresse que je viens de changer. Et je vois que j'ai un pending edit. Là, vous voyez ça ici à droite aussi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce projet-ci est connecté à mon repository DataVolt, à une branche Blueprint. Tiens, on refait le lien avec ce que nous disait Mathilde, mais je peux maintenant ici aller dire check-in de la modif. Avec des fautes de frappe, on s'en fiche un peu. Il faut sauvegarder. Voilà, il m'a commité ça. J'ai la modification chez moi et puis maintenant, vu que je travaille souvent avec du DevOps, qu'est-ce que je peux dire? Bon, on va aller faire un petit sync par rapport à ce qu'on a sur notre DevOps. Désolé, je dois me connecter. Je ne sais pas lequel c'est, je ne vais pas me connecter. Oui, justement. Mais donc, ici, j'ai annulé, mais je pourrais faire un push. En clair, ça veut dire on peut repousser ces modifications au niveau du repository commun partagé. On peut aller faire du management de branches. On a tout ce qu'il nous faut. Je vois les différentes branches en remote, en local. Je peux faire tout ce que je veux au niveau Git. C'était le petit lien avec ce que Mathilde nous a proposé. Maintenant, moi, j'ai autre chose à proposer. Et Arnaud, c'est que ici, le jour où j'ai tout mon projet qui est bien joliment ici dans ma solution Visual Studio, qu'est-ce que je peux faire? Clic droit, Publish. Et je vais publier cette base de données
On peut aller mettre ça n'importe où. On va dire là-bas, un très joli nom de base de données Coco. Il faut Et l'admettre. je peux ou bien le publier immédiatement, ou bien je peux dire génère-moi le script. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est l'autre immense avantage que je vois de travailler de cette manière-là, c'est qu'on peut aller créer des déploiements DAC-PAC, DAC, PAC. Et en fait, c'est Visual Studio qui, lui, se connecte sur ma base de données Coco si elle existe. Je vous rassure, elle n'existe pas. Voilà. Il a été se connecter sur la DB et il a lui-même créé tout le code nécessaire pour faire le déploiement de la base de données, mais en même temps de tous les objets qu'on avait. Et il est malin parce que si la base de données existe et si l'objet existe, il va aller faire un comparatif pour aller voir est-ce qu'il y a une modification, oui ou non. S'il y a une modif, qu'est-ce que je fais? Voilà. Si maintenant je clique sur Run, vu que les dieux de la démo ne sont jamais avec moi, ça va me sauter à la figure. Mais ça a l'air d'aller. Et vous voyez, il a créé tous ces éléments-là. C'est magique. Il y a du vert partout. Waouh! C'est beau à voir. Et Ouais. je vous assure, Non, il n'y a pas du vert ici, query completed with errors. Il y a une Oui, erreur, mais je masquerai tout ça. Voilà, et en clair, on peut aller voir quelle est l'erreur aussi, ça c'est l'avantage. Qu'est-ce qu'il me dit? Could not find server BE01 S039. Eh bien, normal, c'est normal. Parce que c'est le serveur d'un client, ça. Et voilà. Mais donc, effectivement, on avait un petit souci avec les dieux de la démo. Mais ça s'est déjà pas mal passé, donc je suis content. Voilà, Arnaud. Ah, c'est super. Moi, je suis assez fainéant et du coup, c'est que je m'abstiens toujours d'utiliser ce genre de méthode comme tu fais. Par contre, j'utilise beaucoup le Database Project uniquement pour faire le schema compare. C'est-à-dire que je fais mes changements à l'ancienne avec Management Studio en dev, admettons, et après, pour passer en UAT ou en QA, je fais un schema compare grâce à ces Visual Studio, ce type de projet SSDT. Et c'est vrai que ça génère le script, c'est vraiment magique. Moi, c'est aussi. Le Data Alors, Tools, c'est pas dingue, hein? SQL Server Data Tools. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que dedans, on travaille en mode déclaratif et lui s'occupe du reste. Et donc ça, c'est super cool. Et puis bon, là, tu le pousses vraiment jusqu'où il faut. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui. On peut encore aller plus loin. Hein. On peut encore aller Mhm. beaucoup plus loin parce que ça permet aussi éventuellement d'aller générer le contenu de certaines tables. Ouais. Et si on veut encore aller dans une étape d'indus un peu plus élevée, c'est le même outil qui est utilisé par les pipelines de déploiement d'Azure DevOps. Ce qui veut dire qu'on peut construire notre artefact en partant du SQL package.exe, donc des projets SQL. Azure DevOps peut créer les artefacts et ça peut être utilisé dans des déploiements de pipeline. En clair, ça veut dire je fais un commit chez moi dans mon projet SQL Server, je le synchronise avec mon GitHub et en automatique, je ne dois plus rien faire. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être construit par Azure DevOps, ça va être déployé en environnement de test. On peut lancer un projet de test qui va aller faire un certain nombre de tests unitaires ou de tests de régression. Et si les tests sont tout à fait verts, si tout est passé, PET, ça part automatiquement en déploiement en production, ce qu'on appelle du CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Si tout le monde travaillait comme ça, on vivrait dans le meilleur des mondes et on pourrait être extrêmement paresseux. Maintenant, c'est la théorie, c'est la pratique de la démo, la pratique et la vie réelle, la plupart du temps, nous renvoie des baffes dans la figure parce que ça ne marche pas toujours aussi bien que ça. Ah, quelle amertume, quelle amertume. Mais tu nous donnes beaucoup Non, mais d'espoir. c'est ça qui reste motivant dans le boulot. Si ça marchait toujours la première fois, qu'est-ce qu'on s'emmerderait? Et puis, comme on dit toujours très poliment, hein, face à nos projets, il y a une marge de progression intéressante. Alors, tu passes la parole à qui, Jean-Marc? Alors, est-ce qu'il y a des volontaires ou est-ce qu'on désigne des volontaires chinois? Moi, je sais plus, il reste qui là? Nous avons Nicolas, nous avons Mathieu, nous avons Isabelle, nous avons Arnaud, et nous avons Régis. Moi, j'ai un truc complètement différent.
Donc, voilà. Mais Allez, ladies first, disait ma maman. Donc, Lance-toi. Isabelle, je t'en prie. OK. Bon, je vais le faire vite pour pas manger trop de temps. Et donc, il y a un outil, évidemment, si vous me suivez, vous l'avez peut-être déjà vu parce que je l'ai brièvement évoqué lors de l'émission qu'on avait fait pour le club Power BI. Arnaud et Edouard, je leur ai déjà présenté un peu plus en détail. Et en fait, cet outil est le suivant. Donc, on fait du self-service en Power BI, ce qui fait qu'il n'y a pas que des pros qui créent des rapports. Et encore, on peut être dans l'illusion que les pros vont faire ça proprement. Ce n'est pas toujours le cas. Bref, en gros, quand vous créez un rapport, chez vous, ça marche. Et puis, en fait, non, ça ne marche pas bien, ça lag. Est-ce que c'est efficace? En plus, vous avez une capacity premium P1. Donc, vous êtes limité quand même, c'est un peu tendu. Vous n'avez pas envie qu'on vous publie un rapport qui vient vous foutre en l'air ou qui fasse de l'autoscale. Donc, comment savoir si un rapport est performant? Ceux qui me connaissent depuis un moment savent que je suis obsédée par la performance. Et donc, il y a un nouvel outil qui sort et qui fait absolument mes délices. Je vais partager mon écran. Ah, enfin, tout vient à point, à qui c'est attendre? Alors, vous avez donc maintenant la possibilité d'aller downloader l'Advanced Performance Analyzer, qui est un outil gratuit, je tiens à le signaler, et qui va vous permettre de faire quelque chose d'assez intéressant. En fait, pour ceux qui sont familiers avec Power BI, vous utilisez probablement déjà le panneau du Performance Analyzer. Hein? Donc, quand vous travaillez sur un rapport, vous avez la possibilité, j'aurais dû ouvrir un deuxième rapport, mais bon, je voulais faire ça très vite. Vous avez la possibilité d'enregistrer vos actions et puis il va vous donner les queries et les temps d'attente. Hein? J'imagine qu'il y en a qui l'ont déjà fait ici, j'espère. C'est apparu, si je ne dis pas de bêtises, c'est apparu en mai 2019 et ça m'avait complètement sauvé d'une mission chez Toyota avec des problèmes de performance sur des rapports les plus abominables que j'ai vus. Ah ben voilà, exactement. Le souci, c'est que vous aurez remarqué qu'on peut exporter le résultat, mais c'est du JSON, ce cher JSON. Eh bien, évidemment, il y a des petits malins qui se sont dit, exploitons le JSON. Et la beauté de Power BI, c'est qu'il peut s'auto-analyser, évidemment. Donc, quand on veut créer des outils pour comprendre ce qui se passe dans Power BI, on utilise Power BI. Et donc ici, en gros, on a un rapport qui va utiliser les fichiers JSON que vous avez générés et qui va utiliser aussi également, j'essaye d'ouvrir ça, voilà, qui va également utiliser 2 fichiers Excel dans lesquels il a des thresholds et dans lesquels on a enregistré nos informations. Et ça va permettre de générer donc ce rapport-ci. Et ce rapport-ci, il est plutôt chouette. Pourquoi? Parce qu'il va vous identifier tous les moutons noirs. Et évidemment, il m'a mis sur la mauvaise page. À couper au montage. Voilà. Et comme mon ordi est super lent, en fait, il va vous permettre, page par page, de trouver, tiens, ben regardez, déjà, vous avez un problème, vous avez trop de slicers ou le nombre de slicers est bon. Par contre, vous avez beaucoup trop de visuels sur une page et on sait bien que trop de visuels sur une page tue le visuel, n'est-ce pas? Le nombre d'images, si vous avez des custom visuels, etc. Comment ça se passe au niveau du temps d'exécution de vos queries DAX? Est-ce que vous êtes dans le bon ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui se passe mal? Et en plus, évidemment, il vous explique, et ça, il va le chercher dans l'Excel et il vous met un lien. Donc, ce n'est pas juste, c'est pas bon. On vous donne l'explication. Alors, comme consultant, moi, je trouve ça priceless. Vous avez ici, ça, c'est par action. Vous avez toutes les actions. Ça va vous permettre de voir vos moutons noirs ici, dans un instant. OK. Et donc, vous voyez, tiens, ça ne va pas du tout, cette page-là, mais en fait, c'est la query qui déconne, ou plutôt c'est mes visuels, etc. Et alors, j'ai un petit chouchou que j'aime beaucoup ici, c'est le Action Guide. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de comprendre ce qui se passe dans le chargement de votre page. Le temps d'attente pour la génération du query, le query pending, l'execute, le result, le render, etc. Et ça, c'est beau. J'en ai les larmes aux yeux. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue, mais c'est vraiment un outil super. Je vous conseille de le downloader.
Et par exemple, le projet où je suis actuellement, si des gens veulent publier dans notre espace premium, on le passe d'abord à la moulinette. Et ça permet d'ouvrir le dialogue avec ce que les développeurs veulent publier aussi. Hein. Je veux dire, même les pros sont surpris par rapport à ça. Et c'est comme ça que les bonnes pratiques prennent vie. Voilà. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. J'avoue que j'en ai des larmes Alors, aux yeux. c'est très très bien. C'est super. Je connaissais pas. Je vais regarder. Il y a juste un élément sur lequel je suis toujours très sceptique. On dit c'est comme ça que les bonnes pratiques prennent vie. C'est quelles sont les bonnes pratiques qui ont été définies et qui définit les bonnes pratiques? Alors, c'est une très très bonne question. Et effectivement, il y a des liens qui renvoient à des articles. Et tu peux, comme c'est un fichier Excel, tu peux choisir tes bonnes pratiques. Et c'est important également. C'est un petit peu comme le Best Practice Analyzer qu'on trouve dans le Tabular Editor. J'ai hésité à vous parler de celui-là, mais bon, voilà, où c'est un peu le même principe. Et donc, c'est bien, c'est pas arbitraire. C'est modulable et c'est typiquement, moi j'ai fait un Excel avec toutes les bonnes pratiques et on a fait quelques meetings sur mon projet pour décider ensemble de choisir nos combats. C'est comme avec les ados, hein. Il faut choisir ses combats, on laisse tomber leur chambre, on s'en fout, mais ils viennent à table à l'heure, ce genre de choses. Voilà. Je te trouve bien sévère, mais je te remercie. Et je passe la parole du coup à... mais je ne sais pas, Nicolas? Merci Isabelle. Alors, de mon côté, je ne vais pas savoir vous partager mon écran parce que je suis sur mon smartphone en vacances, mais je vais quand même vous parler de DAX Studio. Bon, c'est peut-être pas très original, mais moi qui suis un grand fan de DAX, je suis vraiment, enfin voilà, c'est vraiment un must-use. Je dirais à partir du moment où on commence à avoir plus qu'une ligne de code DAX, ok, on peut s'en sortir quand on a la somme d'une colonne, mais à partir du moment où on commence à jouer avec des variables, d'office, on a plusieurs lignes de code. Quand il y a une certaine logique à mettre en place, ça devient vraiment compliqué de travailler dans la barre de formule de Power BI. Et du coup, le réflexe, en tout cas, d'expérience que j'ai, c'est vraiment de passer sur DAX Studio pour avoir également la possibilité facilement de formater avec le DAX formateur le code DAX. Comme ça, l'indentation se remet proprement. Et un autre avantage aussi, je trouve, de DAX Studio que j'aime particulièrement, c'est la possibilité de pouvoir exporter les données sans contrainte de nombre de lignes lors de l'export. Donc, typiquement, on montrait juste avant le Performance Analyzer. Là aussi, à partir du moment où on commence l'enregistrement de toutes les queries qui sont envoyées sur le dataset, c'est très intéressant de copier la DAX query qui est exécutée et ensuite de la coller dans le DAX Studio pour ensuite, après, comprendre ce qui se passe derrière et éventuellement un peu tuner ou adapter un petit peu le comportement. Et aussi pouvoir sortir les données lorsqu'il le faut, sans les contraintes. Je ne connais plus par cœur le nombre de lignes, des 30 000 ou des 150 000 lignes de Power BI. Mais voilà, ça c'est une petite astuce aussi, que je trouve assez intéressante. Donc voilà, moi je suis vraiment un convaincu par cette extension-là en tout cas. Je ne sais pas si de votre côté, c'est quelque chose que vous utilisez aussi régulièrement. Ouais. Ou question, pas forcément. Question pour toi, Nicolas, du coup. Alors, DAX Studio, j'en entends beaucoup parler, mais je n'utilise pas parce que je suis très paresseux encore. Mais je ne suis pas fan de l'éditeur de texte DAX et à chaque fois je râle et j'ai toujours, en tout cas dans mon navigateur, la page web du DAX formateur pour au moins faire tout ce qui est indentation et tout ça. Est-ce que dans DAX Studio, tu peux aussi changer tout ce qui est format des mesures? Du style, tiens, je veux que cette mesure soit decimal number ou texte et ce genre de choses. Non, c'est Tabular Editor. C'est Tabular Editor pour ça. Tabular Editor, voilà, Tabular Editor qui est aussi, je trouve, une autre extension qui est vraiment, pour moi, nécessaire à partir du moment où on commence typiquement à travailler avec les calculation groups, les calculation items, etc. On a de toute façon, je pense, pas le choix. Donc, c'est vrai que moi, si je dois retenir deux extensions, en tout cas avec lesquelles je travaille régulièrement, c'est le DAX Studio et le Tabular Editor qui sont régulièrement ouvertes quand je travaille en Power BI. Ok, je vais m'y mettre. Merci, Nicolas. Justement, je vais switcher.
Tout d'abord, je vous souhaite à tous une bonne année. Donc, comme vous savez, ça a été les fêtes, ça a été très lourd, très difficile. On a beaucoup mangé, beaucoup bu. Donc, je voulais un petit peu de légèreté dans ma présentation et je voulais un petit peu me démarquer du lot. Donc, je vais vous parler de DAX Studio, justement, parce que, comme quoi, Nicolas et moi, on est complètement liés. Et c'est bien parce que dans DAX Studio, il y a une autre fonctionnalité qu'il n'a pas citée. C'est celle-là que je voulais montrer. On va croire qu'on a préparé le truc à l'avance parce que tout se ficelle correctement. Donc, je m'empresse de partager mon écran. Et je vais mettre ma tête dessus, comme Edouard fait, comme les pros. Faites ça avec quoi? Ouais, parce que ça, j'ai jamais essayé non plus. Ça. Avec Teams. Avec Teams. Par contre, on ne se voit pas après, je pense. Soit. Nous voici dans le fabuleux Power BI Desktop avec un exemple très simple. Ici, j'ai juste pris un dataset qui vient d'Internet. C'est la liste des accidents qu'il y a eu aux États-Unis une certaine année, à un certain moment. Peu importe, c'est juste pour avoir des données qui sont montées en mémoire et qui sont contenues dans le Power BI. Si vous allez dans External Tools, ici, si vous avez installé le DAX Studio, vous pouvez aussi ouvrir DAX Studio et vous connecter directement sur le Power BI qui est chargé. Je vais prendre la facilité. Je clique sur DAX Studio. Je ne vais pas faire du DAX. Voilà. Donc, l'idée n'est pas de faire du DAX, mais comme disait, j'ai oublié son nom, Nicolas, pardon. Comme disait Nicolas, on peut faire du DAX ici, on peut voir ces tables ici, on peut effectivement rediriger vers du Excel si vraiment vous voulez faire un export non limité des lignes que l'on a dans une expression ou dans une table. Et moi, il y a vraiment une fonctionnalité que j'utilise le plus, parce que le reste, je l'utilise moins. J'avoue que je fais du DAX en Power BI, mais ce sont les métriques ici. Vous avez ce petit bouton métriques qui est super intéressant. Et lorsqu'on clique dessus, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, si vous l'utilisez assez régulièrement ou pas du tout. Oui. Je ne pas dire oui. Oui. On va pouvoir voir ici donc toute la liste des tables. Je vais zoomer. La liste des tables qui sont dans votre modèle. Alors ici, c'est un truc très simple. J'ai juste remonté un dataset, une seule table, et on voit que certaines tables ont été ajoutées par Power BI parce que pour chaque champ date, il va créer une table fictive que l'on ne voit pas pour ces dates-là. Et derrière, il y a un petit calendrier qui est stocké. Il y a une option qui permet de Tout ne à fait. pas créer ces local data tables. Hein. Tout à fait, tout à fait. Chose que je fais toujours, que je désactive parce que j'ai ma propre table de calendrier, de date que je type en type de date et ça me permet de faire mes fonctions Time Intelligence dessus. Et pourquoi c'est chouette les metrics? C'est parce que ça nous permet de voir la taille que ça prend dans notre modèle. Des fois, on a des surprises, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est lent? Pourquoi est-ce que notre fichier est lourd? Peut-être que dans 6 mois, 1 an, on va se rendre compte que le fichier va grossir, mais on ne sait pas trop prédire la taille que ça aura dans 6 mois, si on prend 6 mois de vente en plus. Et dans cet outil-ci, on va pouvoir faire un drill down sur le dataset. Voilà. Je vais rezoomer et on va pouvoir voir la taille, déjà la cardinalité. La cardinalité, c'est le nombre d'éléments distincts qu'il y a pour ce champ dans le dataset. Donc, end-time, c'est un champ de la table US Accident décembre 2020. Et on sait qu'elle apparaît de manière distincte 405 000 fois, alors qu'il y a 520 000 lignes dans le dataset. Ça nous permet surtout de voir, et j'avoue que je ne regarde pas trop les trucs au milieu, je me fixe juste, je regarde juste le pourcentage que ça prend dans la table et dans le dataset pour voir la taille que ça prend. Donc, rien que ce champ prend déjà 11,92% d'espace dans le dataset, dans la table. Donc, c'est déjà immense et peut-être qu'on n'en a pas besoin de ce champ-là. C'est peut-être utile de le retirer. Et dans ce cas-ci, c'est un champ de type datetime. On peut changer son data type et le faire devenir de type date. C'est ce que j'ai fait ici. Oui. Hop là. Je n'ai pas pris la précision heure parce que si un accident s'est passé le 6 janvier 2022, on n'est pas obligé spécialement pour des analyses en BI, on n'est pas obligé d'avoir la seconde près. On peut peut-être garder l'heure ou si c'est au matin ou si c'est à l'après-midi, on peut garder ça dans un autre champ. Et si on le laisse de type date, on voit qu'on a beaucoup moins d'occurrences et la taille, si je ne me trompe pas, voilà, est beaucoup plus réduite. Donc, on pourrait supprimer ce champ-là. On peut supposer qu'on supprime celui-là aussi. Et là, on arrive, moi, c'est un exemple facile, mais on arrive à se rendre compte que certains champs peuvent être très coûteux par rapport à d'autres. Et
Je trouve que c'est super intéressant pour des raisons de performance, après, pour tout ce que l'on fait en DAX ou pas derrière. Voilà. Notamment Le les très business, coûteux, oui, le très coûteux, ici dans ton exemple concret, Arnaud, c'est effectivement c'est le best practice. Si vous avez des champs date time, donc aussi bien avec la date que le temps, c'est toujours de les splitter en deux, de faire un champ date et un champ temps. Ça, c'est une chose. Et la raison pour laquelle c'est extrêmement coûteux d'avoir un date time, c'est qu'il va effectivement stocker ça sous méthode ou en columnar. Donc, il va stocker toutes les valeurs distinctes et des pointeurs sur ces valeurs distinctes. Naturellement, au niveau des dates, il y en aura beaucoup moins. Comme tu as indiqué, il n'y avait que 300 ou 400 dates. Par contre, dans ton exemple, j'aurais quand même mis le champ en tant que type date et pas en date time. Oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai vu qu'il est affiché en date time, mais logiquement, il est en date dans Power BI. Mais excuse-moi, je suis un pinailleur né. Donc non, mais je suis comme ça aussi. On est tous pinailleurs ici. Pourtant, il est de type date. Regarde, si je repartage mon écran, il est de type date. Donc, je pense qu'ils font l'amalgame dans l'affichage. Mais je vois ici, il est de type date. Ben d'accord, mais je n'ai rien dit. C'est bizarre. Oui. Voilà, ça t'a rassuré, Jean-Marc. Super. Voilà. Alors, on a trouvé un bug. On va... Ah, mais les bugs visuels, il y en a beaucoup malheureusement dans Power BI. On les voit remonter régulièrement. N'hésitez jamais à les signaler. Je peux vous dire que pour ceux qui ont la chance d'être en contact avec l'équipe produit, ça remonte. Il y a des gens qui se dévouent pour ça.